Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau format des Motivational Speakers. Je suis actuellement avec Rebecca. Rebecca, du coup, qui est coach. Je vais la laisser peut-être se présenter. En tout cas, je suis vraiment ravie de l'accueillir aujourd'hui. Bonjour Rebecca, comment vas-tu? Salut Laura, je suis trop contente de pouvoir faire cet échange avec toi. Merci pour ton énergie et ton invitation. Trop contente d'être là. Merci à toi surtout. Alors, est-ce que tu pourrais un petit peu te présenter pour nos auditeurs qui ne te connaissent pas peut-être? Ouais, toujours un exercice challengeant pour moi, la synthèse de qui es-tu. Je vais commencer par ce que je te disais juste avant. Je fais de la comédie musicale improvisée. J'ai 29 ans, j'adore le fromage. J'aime donc chanter, danser, j'aime bien manger, j'aime bien rigoler, j'adore connecter avec des nouvelles personnes et avec mes proches. Qu'est-ce que j'aime d'autre? Ouais, j'aime bien me présenter par ce que j'aime, ça change un petit peu de ce que je fais pour retrouver un petit peu d'équilibre. Qui je suis, c'est aussi, je pense, ce qui m'anime. Je pense que depuis que je suis toute petite, ce qui m'anime, c'est d'être heureuse, mais fondamentalement, et j'ai vraiment envie de dédier ma vie à cette quête de bonheur et à profiter de l'instant présent aussi. Sauf que le problème, j'ai eu plusieurs problématiques dans ma quête de bonheur. La première problématique, c'était que pour moi, pour être heureuse, j'avais besoin d'être heureuse aussi dans mon travail. Sauf que je ne savais pas quel travail faire dans ma vie. Donc ça m'a vraiment posé des gros questionnements philosophiques, existentiels, identitaires. Et j'ai vraiment vécu comme un handicap le fait de ne pas avoir de vocation. Et je me suis rendu compte progressivement qu'à défaut d'avoir une vocation toute faite à la naissance, je pouvais créer ma propre vocation sur mesure et tout au long de ma vie et aider d'autres personnes à en faire autant. Et donc, depuis, c'est ce que je fais avec l'outil de l'entrepreneuriat. En particulier. Donc j'ai eu plusieurs étapes dans ma vie, voilà, plusieurs découvertes, plusieurs passions qui ont émergé petit à petit. Donc comme quoi on peut se créer des passions et ça c'est vraiment, ça donne de l'espoir. Donc j'ai eu l'impression un peu de subir mon éducation, de subir ma formation, mes études. Jusqu'au moment où j'ai découvert une association humanitaire et où je me suis dit ah c'est génial, je peux contribuer au développement des autres. Donc ça a été vraiment un premier déclic pour moi. Et puis ensuite, j'ai découvert l'entrepreneuriat social et ça a été un deuxième déclic pour moi. Et j'ai décidé de cofonder une association qui s'appelle le Noise pour aider d'autres personnes à trouver du sens dans l'entrepreneuriat social et à innover dans leur éducation. Et ensuite, j'ai trouvé voilà, plusieurs autres passions, dont le développement personnel et professionnel. Je me suis moi-même faite coacher. Bref, il y a eu plein de rebondissements, mais globalement, je suis toujours en quête, en fait. Je pense que c'est le message que j'ai envie de faire passer, c'est que la quête de la vie idéale, la quête du job idéal, la quête de soi, la quête de sens, pour moi, c'est une quête de vie, en fait. Et donc, j'apprends aussi à me dire que je ne trouve pas ma vocation, mais je la crée par étapes. Et il y a eu plusieurs étapes dans ma vie qui ont été fortes. Et là, je suis dans une étape plutôt entrepreneuriale, après avoir été diplômée en entrepreneuriat, après avoir accompagné les premiers pas d'entrepreneurs du changement dans la Startup Social Ticket for Change et dans l'école de commerce ESCP Europe. Maintenant, je vole de mes propres ailes en tant qu'entrepreneuse et à nouveau des challenges, à nouveau des questionnements, à nouveau des doutes, à nouveau des moments down et j'apprends que c'est ok et que je suis pas la seule et que en fait j'essaye aussi d'être la plus authentique sur mes réussites pour me valoriser et en même temps sur mes galères pour être humaine et vulnérable comme on peut tous et toutes l'être. Donc voilà, et de façon très concrète, et aujourd'hui, j'accompagne d'autres entrepreneuses et actrices de changement comme moi, qui sont comme moi en quête de sens, de confiance et de liberté. Et je les accompagne à gagner du temps, de l'énergie et de l'argent pour créer une carrière qui soit à la fois épanouissante, utile aux autres et rémunératrice. Euh, et du coup, je capitalise sur toutes mes expériences, toutes mes connaissances pour pouvoir les accompagner à la fois avec plusieurs casquettes en fait, à la fois avec ma casquette de coach plutôt dans la maïeutique, les aider à accoucher de qui elles sont, de mieux se connaître pour faire des choix qui leur ressemblent, et à la fois avec une casquette de formatrice où là j'aime transmettre des choses, partager des connaissances pour pas avoir à réinventer la roue et partager des outils, des méthodes qui fonctionnent et qui peuvent les aider à avancer et les guider et les structurer, et en même temps avec des casquettes
de facilitatrice quand je suis dans des groupes pour permettre à chacune de trouver sa place et de promouvoir un peu cette sororité, cette solidarité féminine pour pouvoir, avec l'effet miroir, se porter les unes les autres, se soutenir les unes les autres. Et puis, une casquette d'autrice aussi, où j'ai eu à cœur de partager mes expériences, mes apprentissages dans le cadre d'un livre qui s'appelle 10 étapes pour prendre la parole en public, que j'ai coécrit avec Laurent Trèves aux éditions Studirama. C'était une sacrée épreuve. Ma psy s'en souvient encore. D'accord, pourquoi? Ouais, ça a été syndrome de l'imposteur plus. Qui suis-je pour écrire un livre? Qu'est-ce que j'ai à partager que les gens ne savent pas déjà? Et en même temps, j'en suis sortie très très forte parce que renforcée dans ma confiance en mes capacités à transmettre, à être une experte d'un sujet, à me sentir légitime, à avoir des tarifs honorables sur des sujets dans lesquels je me sens à la hauteur. Donc voilà, c'est ça aussi. En fait, moi, j'accompagne aussi sur ces syndromes de l'imposteur, les manques de confiance et tout. Et parfois, j'ai tendance à me dire, bah voilà, parce que moi, j'ai confiance en moi, alors je peux transmettre. Mais de plus en plus, j'assume que moi aussi, je manque de confiance et que moi aussi, j'ai le syndrome de l'imposteur. Et qu'en fait, encore une fois, la quête de confiance, c'est la quête d'une vie. Et qu'en fait, j'apprends plus à vivre avec ma quête de confiance et avec mon syndrome de l'imposteur et à pas les laisser me freiner dans la vie, mais à toujours dépasser mes peurs, me dépasser moi. Et je pense que c'est ça le plus important en fait, c'est de continuer à avancer, à chercher, à croire en soi, même si on ne sait pas tout, même si on doute de soi, même si on ne sait pas exactement où on va, et d'accepter qu'en fait c'est ça le chemin de la vie et que c'est ok et que c'est humain et qu'on mérite quand même des beaux projets, on mérite quand même le meilleur, même si on est imparfaite et même si on a encore plein de choses à apprendre et c'est ce qui fait que la vie est chouette, c'est qu'on a plein de choses à apprendre et qu'on peut évoluer et changer. Donc voilà. Et ma dernière Ok. casquette, c'est conférencière, pareil, gros, qui vient vraiment illustrer cette idée de dépasser ses peurs, parce que il y a des personnes qui adorent prendre la parole en public et pour qui c'est facile. Moi, je fais partie de la deuxième catégorie, des personnes pour qui c'est pas toujours facile et qui ont le ventre un peu à l'envers avant, mais qui pour autant sont portées par le message, par l'importance de déjà valoriser sa parole à soi, parce que chaque voix compte, et la mienne comprise, et la tienne comprise, et celle qui nous écoute aussi. Et puis du message, quoi, de la finalité, de pouvoir communiquer des messages, fédérer des gens autour de causes, etc. Donc, je fais partie de la catégorie des gens qui ont envie de faire bouger les choses par le biais de la prise de parole, mais ça vient travailler beaucoup de choses chez moi, la peur de déplaire, la peur du jugement, la peur de plein de choses. Et donc, pour moi, la prise de parole, c'est une façon de me dépasser et de ne pas laisser mes limites me limiter, mais de devenir toujours plus libre et de libérer de plus en plus ma voix et mes messages. Donc je dirais que c'est à peu près ma dernière casquette. À l'époque, je me considérais beaucoup comme slasheuse avec pas mal de métiers différents qui, au fond, sont tous autour de la transmission, l'écoute, l'accompagnement. Mais voilà, j'accorde beaucoup d'importance à des postures différentes parce que pour des questions de responsabilité et d'éthique professionnelle, on n'accompagne pas les mêmes personnes de la même façon sur les mêmes sujets. Et en fonction du besoin, c'est important, je trouve, d'adapter sa posture. Ok, super. Je te remercie beaucoup pour tout ça. Et je pense que c'est important de rappeler aussi que sur la partie conférencière aussi, tu avais fait un TEDx et tout. Tu as quand même fait des très gros événements hein, sur cette partie-là. Ouais, t'as dit que merci. Ouais, t'as raison. Et c'est vrai que j'en suis assez fière parce que aussi j'ai failli le refuser, t'as dit D'accord. par peur de pas être à la hauteur. Pourquoi moi et que j'ai appris après coup que j'étais pas la seule à penser refuser des opportunités, d'être mise en avant, d'être entendue. Notamment, j'ai eu une anecdote du fondateur de TEDx Paris, je crois, qui avait créé un autre événement du même type, qui venait sur scène en début d'événement. Ça change du Covid, on n'a plus l'impression que ça se fait, mais à l'époque, ça se faisait. Et qui venait, qui souhaitait la bienvenue et qui commençait par s'excuser que l'événement ne serait pas à parité. Que les conférenciers et conférencières ne seraient pas à parité, mais que ce n'était pas une intention de sa part, mais qu'à chaque fois que régulièrement, je ne voudrais pas généraliser, mais
que régulièrement, quand il sollicitait une femme pour intervenir, cette femme se disait pas légitime, pas experte du sujet, et elle le renvoyait vers quelqu'un d'autre de plus expert sur le sujet, et cette personne est un homme, systématiquement. Ouais. Et donc, ça vient retoucher des sujets que j'ai appris à découvrir pour moi, à découvrir pour mes clientes, qui est notre nature et culture de femme qui peut parfois, et de un, nous autocensurer, et de deux, nous censurer, et les plafonds de verre, et plein d'autres choses. Et donc, voilà, j'ai découvert que j'avais aussi des autocensures qui pouvaient être liées à mon genre féminin, qui pouvaient être liées au fait d'appartenir à une minorité, qui pouvaient être liées à plein de choses, au fait de venir de banlieue, j'en sais rien, il y a plein de choses qui peuvent expliquer, mais en tout cas, être femme, ça fait partie de mon identité, ça fait partie de mes forces, mais ça peut faire partie aussi des limitations que j'ai intégrées. Et donc, je suis vraiment fière d'avoir accepté de faire ce TEDx, vraiment fière d'avoir accepté de le faire parfaitement. J'ai beaucoup de mal à le regarder, le TEDx, parce que je vois tout ce qui ne va pas, et en même temps, je me sens énormément portée, parce que j'ai eu énormément de soutien, des messages de personnes du monde entier qui m'écrivaient pour me dire que ça les avait touchés, qu'eux aussi se sentaient capables de prendre la parole, enfin, il y a eu, enfin, voilà, aussi l'impact de la prise de parole et des podcasts comme le tien et des vidéos, c'est que vraiment ça peut toucher des gens, ça peut changer des vies, parce que les gens, il suffit parfois d'une petite phrase et hop, ça les connecte à leur puissance et hop, ils changent leur vie. Il y a eu vraiment des retours, c'est un talk de 12 minutes, et des gens qui me disaient ouais, voilà, du coup j'ai posé un an pour pouvoir arrêter mon travail et puis pouvoir faire ma life suite à Stadix. Je suis en mode what, Génial. j'ai été vraiment impressionnée, donc comme quoi, et ça, je trouve que tu es une super illustration de ça, et pas attendre de tout savoir faire parfaitement pour oser tenter, se planter, apprendre, réussir et inspirer des gens avec nos forces comme avec nos faiblesses finalement. Donc voilà, je suis fière de moi d'avoir osé être imparfaite, et d'avoir réussi à inspirer des gens avec mes imperfections. C'est vraiment, ça me fait plaisir d'y repenser d'ailleurs. Merci d'amener le sujet. Bah, je pense que c'est important de le souligner parce que, effectivement, tu as réussi quand même, parce que ce que tu disais, c'est que c'était pas forcément inné pour toi de prendre la parole et pour autant, tu as quand même réussi à prendre la parole devant des milliers de personnes, donc je pense que c'est Ben, intéressant de le souligner. et c'est ça qui est un peu paradoxal, c'est que au fond de moi, je pense que j'ai vraiment du potentiel. Et notamment, tu sais, on parle des talents, qu'on voit des signes de nos talents dès l'enfance. Et j'avais retrouvé un bulletin de genre collège où une prof écrivait en commentaire excellent travail, mon petit soit parfait, bon élève. En revanche, ce serait bien que Rebecca arrête de prendre la parole en cours pour défendre ses camarades. Et c'est juste trop drôle, quoi, parce que du coup, des petites, des jeunes, je prenais la parole, en fait. C'était déjà quelque chose d'important pour défendre mes valeurs, pour défendre mes projets, pour défendre... là, c'était sûrement des valeurs de justice, de solidarité, de je ne sais quoi d'autre. Et en fait, donc je pense que j'ai ce potentiel, et que parfois notre potentiel, il est sous des couches et des couches Mmh, exactement. de freins, de limitations, de croyances limitantes, de peurs, tout ça. Et du coup, j'ai aussi envie de déployer mon potentiel en enlevant tout ça, et aussi en assumant que c'est ma façon de prendre la parole, que c'est mon style d'oratrice de changement, et que j'ai pas à rentrer dans la case. Souvent, c'est des hommes qui prennent la parole en fait dans les médias, dans tout. Mmh. C'est du coup, on l'a vu, hein, et à la fois des censures extérieures et des censures intérieures, et une culture et un monde patriarcal, etc. Mais du coup, d'assumer que ce sera mon genre, avec des bégaiements, avec des bascules. Souvent, je bascule comme ça. Enfin, voilà. Et en même temps, des forces où souvent on me dit que j'ai une super énergie, que les gens peuvent être inspirés, etc. Et au final, mais heureusement que je l'ai fait, vu l'impact que ça a pu avoir. Heureusement que j'ai mis mon ego de côté et si je me plante, et les gens, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi. Et heureusement que je me suis laissée porter par et si ça pouvait aider des gens, et si je pouvais y arriver. Et parce que derrière, aujourd'hui, le TEDx, ça a plus de 400 000 vues. C'est ma vidéo la plus vue, bien sûr. Et j'ai énormément de bonnes relations qui ont été créées, de super matching avec des clientes que j'ai pu accompagner grâce à ça, de super rencontres, de super énergie. Et ça m'a permis de gagner confiance en moi. Et c'est ça fait partie des éléments qui m'ont donné suffisamment confiance pour me dire j'ai quelque chose à partager, je peux entreprendre en fait, parce que moi j'ai
je sais pas si tu as eu ça en tant qu'entrepreneuse, mais moi, j'avais travaillé avec mes concurrents, entre guillemets. J'étais fascinée par mes concurrents, j'étais inspirée de tout ce qu'ils faisaient. Je me dis, mais ils le font déjà tellement bien, il n'y a pas besoin que moi je rajoute un truc. Vraiment, j'aime trop ce qu'ils font, je les adore, j'ai travaillé avec eux, j'ai collaboré, j'ai été leur cliente, enfin, tu vois, et je me suis dit, mais c'est déjà génial. Sauf que pourquoi il y a autant de personnes qui m'écrivent si les besoins s'il y a déjà plus de besoins et s'il y a déjà assez d'acteurs pour y répondre. Et ça a été un tremplin pour moi au fur et à mesure de me dire, mais je peux avoir confiance que mon message peut aider des gens, que j'ai quelque chose de particulier que chacun en fait a. C'est pas quelque chose je sais pas comment dire, parce que on peut dire mais elle est super prétentieuse cette nana, peut-être, mais en tout cas je suis sûre que chaque personne en fait a quelque chose de précieux à apporter, et que c'est pas parce qu'il y en a d'autres qui le disent différemment, qui font des choses différemment, que ça veut dire que soit on n'a pas quelque chose de singulier à apporter. Et donc ça m'a aidé, ce défi que je me suis lancé, ce retournement de ventre, etc., ça m'a permis d'avoir beaucoup plus confiance. Et souvent en se lançant des défis comme ça qui nous font peur, on passe un nouveau palier de confiance, un nouveau palier d'élargissement de zone de confort. Et donc, finalement, après le défi, souvent, on en ressort avec un niveau de confiance, mais qui a tout explosé, en fait. Et ça m'est encore arrivé la semaine dernière où j'ai donné une conférence, on en parlait tout à l'heure, qui s'appelle Connaître sa valeur pour être reconnu et rémunéré à sa juste valeur, dans la semaine de l'entrepreneuriat écoféministe, et où j'ai eu le syndrome de l'imposteur avant, et où je me suis dit, mais qu'est-ce que je veux raconter, bon, fait chier, disons-le. Il revient ce connard, et on pourra biper les... Mais bon, soyons franches, j'étais vraiment embêtée. Et en fait, j'ai décidé de faire une partie de la conférence là-dessus, pour être authentique. Et ça a été, encore une fois, pas forcément évident en amont, de croire en moi, de croire que j'avais des choses à partager. Et au final, encore une fois, je suis sortie de là, mais empowerée de ouf, à croire en moi plus que jamais. J'ai eu ma base de données de personnes qui suivent dans ma communauté qui a doublé en une seule journée le jour de la diffusion de ma conférence, plein de gens qui sont venus me suivre, et donc, et plein de gens qui m'ont dit ce que ça leur avait apporté, ce qu'ils avaient pu faire après. Et donc, je me suis dit, c'est bon, quoi. Tu n'es pas prétentieuse, tu as vraiment quelque chose à apporter, et tu trouves les personnes qui correspondent à ce que tu as besoin d'apporter. Et j'ai passé un palier de confiance, et j'essaye du coup d'ancrer ces souvenirs, de faire des ancrages pour me rappeler la prochaine fois que je suis légitime. Fuck le syndrome de l'imposteur, je peux avoir confiance en moi, et je peux parler à des femmes qui en ont besoin et s'entraider dans nos projets, etc. Donc voilà, l'encouragement à pas se laisser freiner par ses doutes, par ses croyances, par son syndrome de l'imposteur, mais vraiment de se lancer des défis, et puis de pouvoir apprendre de ces défis, rencontrer des personnes pour en sortir beaucoup plus assurée, affirmée et puissante. J'ai vraiment senti, je voyais beaucoup de coachs qui disaient j'aide les femmes à se reconnecter à leur puissance intérieure, et je savais pas trop ce que ça voulait dire, ça me parlait pas trop comme terminologie. Mais vraiment, à la fin de cette journée de conférence et de live, et je me sentais connectée à ma puissance, et j'ai complètement improvisé un live Instagram. Genre, j'ai raccroché le live questions-réponses avec les conférencières, et j'ai improvisé un live en mode ouais, j'ai une super énergie, j'ai envie de partager, je sais pas quoi dire, mais dites-moi en commentaire, machin. Et j'ai improvisé pendant 30 minutes. Et j'étais juste connectée à moi, et peu importe en fait si ça intéresse pas les gens, peu importe si j'ai pas l'air intelligente, ou si les gens m'aiment pas, j'étais juste moi-même, et j'avais envie de parler, j'avais envie de partager, je sentais que j'avais des choses à partager, et j'ai partagé. Et c'est tellement agréable de se reconnecter à sa puissance, et plus je me connecte à ma puissance, plus les autres connectent à leur puissance, plus moi je me libère, plus les gens autour de moi se libèrent. Bien sûr, c'est un miroir, c'est ça. Et dans les commentaires, il y avait des femmes qui répondaient ça me donne trop envie de partager, la semaine prochaine je vais faire ça. Et je me suis dit, et pourtant, j'ai pas eu l'impression de dire des choses concrètes, de pas dire allez-y, voilà comment se lancer pour partager. J'ai pas eu un tuto pour former tout, juste j'étais dans une énergie qui a été communiquée en mode ah ouais, moi aussi j'ai envie d'avoir cette énergie, allez, j'y vais, quoi. Donc c'est aussi sur tout ce qui est invisible, les énergies, ça joue énormément. Donc ça permet aussi un peu lâcher cette idée de j'ai besoin de connaître des trucs de ouf pour pouvoir être utile aux gens. Parfois, c'est aussi juste une énergie, un dynamisme, un optimisme, de la motivation, de l'inspiration. C'est pas toujours concret, rationnel, factuel. Voilà,
c'est une expérience qui est beaucoup plus riche, quoi. Oui, tout à fait. C'est très intéressant ce que tu dis, notamment sur toutes les stratégies un petit peu d'auto-sabotage qu'on peut mettre en place. Moi, je sais que je les avais aussi en étant, on était, enfin, disons que moi maintenant, je me suis spécialisée sur l'hypersensibilité, mais et sur les problématiques de communication. Mais c'est vrai qu'en communication orale, on voit énormément ces problématiques. Moi, je me disais, bah, finalement, les leaders, c'est que des hommes, quoi. Où il n'y a qu'un leadership masculin. Et en entreprise, moi, je me disais, mais finalement, euh, là, je suis que sur mon énergie masculine, en fait. Mm. Je suis que sur la partie yang, tu sais, très dans la force, dans la conviction, comment dire, dans l'action. Mais à un certain moment, tu arrives à un stade où tu dis, ah bah, en fait, ma partie yin, là, ma partie plutôt féminine, elle est plus là, quoi. Mm. Ouais. Je l'avais Oui, parce totalement mise que... au placard. Et moi aussi, je Ouais. comprends. Je comprends parce que moi aussi, et c'est ce qui m'a conduit à frôler le burn-out, et c'est ce qui m'a Mm. conduite à prendre la parole au début avec des conventions masculines. C'est ce qui C'est m'a ça. conduite à beaucoup de comportements dans mon énergie masculine, ce qui n'est pas un problème en soi. La problématique, c'est de n'être que dans son énergie masculine. C'est ça. Euh, Il n'y a pas parce d'équilibre, que, finalement. exactement, c'est qu'en fait, j'estime que chacune et chacun a besoin d'équilibrer ses énergies masculines et féminines. Qu'on soit un homme et une femme, on a tous et toutes des énergies masculines et féminines. Et qu'en fait, dans un monde patriarcal et capitaliste qui valorise beaucoup l'énergie masculine, qui est mené par beaucoup de leaders hommes, Masculin. je veux dire Oui, bien masculins, sûr. mais Ou hommes. sur une énergie masculine, parce que des fois, c'est des femmes aussi, mais qui Exactement. sont branchées sur leur énergie uniquement masculine. Et puis, alors que finalement, c'est vrai que quand tu vois des leaders qui sont sur l'énergie féminine, bah, t'en vois pas beaucoup, en fait, en réalité. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et même, encore une fois, même moi, en tant que femme, j'ai été branchée dans mon énergie masculine. J'ai pu mener des collectifs sur des énergies masculines. J'ai pu ensuite rééquilibrer mes énergies et voir ce que ça faisait de l'idée un collectif en équilibrant les énergies. Et c'est une de mes meilleures expériences à coexister Paris-Nord. Ça a été incroyable, vraiment un cadeau. Euh, mais effectivement, de pouvoir équilibrer ce qu'on entend par énergie masculine, c'est principalement le faire, en fait, l'action, et l'énergie féminine, plutôt l'être, recevoir, plutôt que faire, donner, prendre soin de soi, se reposer, être connecté à son intuition, être dans la loi d'attraction, la visualisation, la méditation. Et en fait, c'est des énergies qui sont beaucoup moins valorisées dans notre société patriarcale, capitaliste, et qu'on a besoin de rééquilibrer, qu'on soit femme ou homme, et qui est un travail en fait. Mais on l'apprend. Enfin, ouais, je ne l'ai pas appris à l'école personnellement, je l'ai pas appris. Enfin, je l'ai appris assez tardivement en fait, et c'est d'ailleurs aujourd'hui des énergies que je travaille à accompagner, à rééquilibrer ça. Moi, je travaille beaucoup avec des femmes comme moi euh, qui ont euh, qui ont subi des épuisements professionnels, hyperactives, euh, voire même slasheuses. C'est quoi l'autre terme? Multipotentiel, peut-être? Merci, ouais, c'est ça, multipotentiel. Voilà, énormément dans l'action, qui traduit aussi un manque de confiance, parce que moi, pourquoi j'étais autant dans l'action, c'est parce que je voulais prouver ma valeur, je voulais prouver que je savais faire, je voulais prouver que j'étais une bonne salariée, que je méritais mon salaire, que je méritais d'être aimée. C'était tout ça. Et en fait, aujourd'hui, que je travaille beaucoup depuis un bon moment et pour un bon moment, mon amour de moi, mon estime de moi, mon image de moi, ma confiance en moi, en fait, euh, je mérite l'amour et le respect, quoi qu'il arrive. Peu importe ce que je fais, en fait. Je suis une humaine et chaque humain mérite l'amour et le respect. Donc, forcément, j'ai moins de choses à prouver et je fais les choses beaucoup moins. C'est toujours imparfait, mais je fais les choses beaucoup moins pour prouver aux autres ou pour me prouver des choses à moi, mais en étant de plus en plus, de mieux en mieux guidée par qu'est-ce qui m'attire, qu'est-ce qui m'apporte de la joie, qu'est-ce qui m'apporte un sentiment d'accomplissement, sans forcément essayer tout le temps d'aller corriger mes faiblesses. Ça demande énormément d'énergie d'aller corriger ses faiblesses tout le temps, alors que ça demande
beaucoup moins d'énergie de renforcer ses forces et ses réussites, en fait. Et c'est encore une fois pas comme ça qu'on a eu l'habitude d'être élevé dans les écoles françaises, la plupart en tout cas. Est-ce que c'est pas un équilibre quand même? Parce que si tu as, comment dire? Si tu as quand même des blessures qui sont très, très présentes, est-ce que, elles reviennent pas au galop de manière, récurrente? Et à un certain moment, si tu les désamorces pas, ça peut être un peu Ouais. problématique, non? Ouais, je suis d'accord avec toi. J'ai beaucoup réfléchi, travaillé, étudié, recherché sur la question des talents qui me passionnent. Et en fait, moi, avant, vu que je suis perfectionniste sur les bords, et pas que sur les bords, j'avais tendance à toujours vouloir travailler ce qui n'allait pas chez moi, les trucs où j'étais nulle, où j'étais moins bonne. Dans mon travail, c'était la logistique, par exemple. C'était un peu ma bête noire. Et je me suis dit, bah, j'ai besoin de travailler ça puisque je suis pas assez bonne. Et puis après, j'ai découvert la logique des talents qui sont différents des compétences. Les compétences, c'est ce qu'on sait faire, ce qu'on est en capacité de faire. Mais les talents, c'est une dynamique qui est quand même chouette. C'est des compétences, mais qu'on kiffe faire, qui sont faciles et pour lesquelles on apporte de la valeur utile aux autres et reconnue par les autres. Et donc, c'est quand même des compétences plus, puisque bah, du coup, si c'est facile et qu'on prend plaisir et que ça apporte aux autres, bah, forcément, on va développer ses forces beaucoup plus. Et je suis tombée dans le travers, j'avoue, je m'en rends compte depuis récemment, enfin, avec la rétrospective, dans le travers de du coup, ok, bah, je vais me focaliser que sur mes talents, que sur ce qui va bien. Et je pense que dans mon dernier poste salarié, j'ai vraiment réorienté mon poste autour de ce qui me faisait plaisir, etc. Et je pense que ça a été un peu extrême. Je m'en suis rendu compte progressivement. Euh, et dernièrement, avec un de mes formateurs et mentors, David Lefrançois, duquel j'ai été certifiée d'Institut des neurosciences appliquées, que je recommande, que j'aime beaucoup, qui m'a appris beaucoup, je me suis rendu compte en fait de l'équilibre, encore une fois, à trouver entre les deux. Et j'ai bien aimé l'idée d'en fait, de travailler à 80% sur ses forces et ses talents, et à 20% en fait sur ses qualités inverses. Je sais plus si c'est 80 ou 70, mais vous avez compris l'idée, quoi. En grande partie, dédier son énergie, son temps, ses sources de revenus à ses talents, et en minorité à 20% de travailler sur ses qualités inverses. Et qualités inverses, c'est pas exactement les défauts, les faiblesses, c'est en fait tous les points de blocage qui peuvent nous empêcher de développer nos forces. C'est ça, ouais. Et c'est un petit peu différent. Et on n'a pas du coup besoin d'être bon partout, tu vois. C'est comme par exemple apprendre à lire, apprendre à écrire. Bah, on a beau pas forcément adorer ça peut-être, bah, ça peut valoir le coup d'apprendre pour pouvoir se débatouiller dans la vie et pour pouvoir, etc. C'est un peu, tu vois, avec du recul, c'est un peu, je pense, pourquoi je me suis pas épanouie dans mes études, mais à défaut de motivation, c'est ma persévérance qui m'a vraiment permis d'aller jusqu'au bout. Et j'ai vraiment senti que avoir un diplôme, c'était pour moi une réassurance de me dire, ok, maintenant j'ai mon diplôme de Dauphine, maintenant je peux faire ce que je veux. Et j'ai même fait une école de coaching qui n'est pas reconnue par l'État parce que je me suis dit, écoute, moi je veux juste que ça m'apporte, que ce soit reconnu par moi, que ça m'aide moi et que ça aide mes clients. Et au final, mon école de coaching, en plus, était reconnue par l'État de façon rétroactive après. Donc, comme quoi, voilà. Donc, C'est juste, c'est super intéressant ce que tu me dis parce que moi, je me reconnais beaucoup dans ton parcours, hein. J'ai fait aussi l'EDEC, une école de coaching qui n'est pas forcément certifiée RNCP, mais bon, j'ai envie de dire, j'ai choisi pareil que toi l'efficacité envers mes clients plutôt que voilà. Et il y a cette idée, en fait, c'est comme, moi je ressentais, je sais pas si pour toi c'est pareil, mais comme un chemin tout tracé. Au finalement, quand tu rentres dans une grande école, etc., tu te dis oui, il faut que je fasse ça, 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 que j'aille en conseil, que je travaille en entreprise, que machin, que truc. Et finalement, quand tu arrives dans le coaching, tu te dis bah en fait c'est un peu comme si j'avais dévié en réalité, comme si ok, je sors de ce qui a été construit, de ce qu'on voulait pour moi, pour arriver dans une voie qui est vraiment la mienne en fait. et ben, c'est hyper intéressant comme point de vue et comme parcours. Je sais que c'est le cas de énormément de gens. Énormément de gens. Je me reconnais pas, moi, dedans, en fait. Moi, je suis plutôt le profil qui s'est toujours posé la question. C'est-à-dire
Bah, depuis que je suis toute petite, je me demande qu'est-ce que je veux faire de ma vie. Depuis toute Ouais, petite, je sais que je veux pas faire comme mes parents, mais je sais pas ce que je veux faire, en fait. Et ok. pour autant, mes parents sont médecins et c'est un métier que je trouve absolument fabuleux et remarquable et j'aurais aimé être médecin même, mais c'est pas mon cas. Et j'ai su très tôt que je voulais pas être médecin, mais je ne savais pas ce que je voulais faire. Mes parents m'ont pas, mes parents auraient aimé que je sois médecin, mais ils m'ont jamais forcé ou trop influencé. Mais du coup, j'ai été libre. Mais c'est aussi ça parfois la difficulté, c'est que quand on est très libre, ça crée une multitude de choix peu informés, peu éclairés, et pourtant j'étais la seule L1, donc première année de fac, à aller voir une conseillère d'orientation, la première à être au forum des entreprises alors qu'il n'y avait que des masters, la première à je sais pas, enfin, j'étais la première à connaître tous les débouchés de master dès ma première année de licence. Enfin, donc moi, j'ai été plutôt un profil, ok, je sais que je veux faire ma voie à moi, mais je sais pas comment. Donc moi, j'étais plutôt dans ce profil-là. Et du coup, j'ai plutôt été en frustration de voir tout le monde suivre la voie toute tracée et de me dire, mais en fait, j'ai un problème ou quoi? Je comprends pas. Personne n'aime ce qu'on est en train d'étudier, mais ça pose de problème à personne. Et moi, je suis en train de déprimer, de me Mm, sentir seule, de me mm. sentir inutile, de me sentir nulle, etc., etc. Enfin, vraiment, je me suis sentie nulle. J'avais des moins bonnes notes en plus. Je trouvais ça très dur. Bah forcément, en plus, quand on n'est pas à sa place, bah, c'est très très difficile. Donc j'ai eu Mm. beaucoup de mal dans mes études. Jamais eu de rattrapage. J'optimisais quand même mon travail. Mais voilà, ça a été très dur. Donc moi, j'étais plutôt en mode, mais comment ça se fait que personne n'aime, mais que les gens le vivent bien et pas moi? Donc il y Ouais. a aussi des vertus hein, à pas trop se poser de questions. Moi, j'étais à beaucoup me poser de questions très très jeune. C'est mon côté coach aussi, hein, donc ça me va, mais sans forcément trouver les réponses. Mais je les ai cherchées et c'est aussi ça où j'essaye un peu de changer de ce truc de il faut absolument trouver sa voie, etc. Mm. Bah, moi, j'ai cherché ma voie et je l'ai créée par étapes et j'estime que c'est chacune des étapes qui me rapproche de qui j'ai envie d'être, qui j'ai envie C'est de ça. devenir et que j'essaye maintenant de voir chaque étape comme une étape utile, même si parfois il y a des frustrations. C'est encore le cas aujourd'hui, j'ai encore des frustrations dans mon job, même si je me sens très alignée, très passionnée, très reconnaissante, très plein de choses. Parfois, j'envie d'autres personnes, parfois, je sens qu'il y a des choses qui pourraient être mieux, parfois. Enfin voilà, et peut-être, enfin voilà, et c'est complètement ok. Et j'ai envie de construire ma vie comme ça par étapes. Et je suis sûre que le fait d'être passé par cette voie toute tracée, peut-être toi, ce sentiment-là, bah, c'était le chemin pour toi, tu vois. Parce que ça a été des choix plus ou moins conscients qu'on a fait, tu vois, mais c'était peut-être de ça dont on avait besoin. Peut-être que toi, tu avais besoin de ne pas te poser trop de questions pendant cette première phase. Peut-être Et que... pourtant, je m'en posais pas mal aussi, mais tu Ouais, sais, je pense que tu as beaucoup de choses qui sont en jeu. Des fois, tu as un besoin de reconnaissance, un besoin. Moi, je viens de banlieue comme toi, donc j'avais aussi ce besoin-là de me dire, vas-y, je vais m'élever dans la société, etc. super. Sauf que, et effectivement, hein, je suis arrivée à la Caisse des dépôts, à la direction générale, à des choses quand même qui étaient. Voilà. Sauf que quand tu Trop arrives bien. là, à un certain moment, tu dis, bon, c'est quoi la suite? Est-ce que là, je continue à suivre des ambitions, mais en fait qui ne sont pas les miennes, qui sont des choses qui correspondent à des valeurs sociétales, mais qui ne sont pas des valeurs qui sont inhérentes à ce que je suis? Ou est-ce qu'à un certain moment, je vais bien finir par m'écouter? Et dans ce cas-là, c'est vrai que... alors toi, tu as eu ces réflexions-là et je pense que c'est vraiment intéressant de les avoir tôt parce que du coup, tu as déjà... Voilà. Mais bon, à un certain moment, j'ai l'impression que ça te rattrape. C'est que moi, je sais qu'on a mis sur mon chemin des choses. Par exemple, mon employeur qui a arrêté ma période d'essai, un moment où j'étais presque en Pas facile. burn-out, etc. Ouais, Et quand tu as toujours été bonne élève, tu arrives face à ça, tu te dis, mais attends, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai loupé le coche. C'est pas comme ça que ça devrait se passer. Et ouais c'est c'est là dur. où ça t'amène justement à te poser les bonnes questions en te disant, bon, bah maintenant, peut-être qu'il serait temps que je commence à m'écouter un petit peu. Ouais. Et franchement, déjà, tu vois, le fait d'identifier que tu avais un besoin de reconnaissance, bah, c'est énorme, tu vois. Parce que c'est un besoin humain et que c'est important. Enfin, tout le monde a besoin de reconnaissance et c'est Mm. peut-être ce qui a été prioritaire et conscient à ce moment-là et c'est top.
et moi aussi je me suis pas assez écoutée. Et moi aussi, j'ai frôlé le burn-out. Et moi aussi, j'ai eu besoin d'apprendre les choses parfois dans la Oui, douleur et dans. Bah, c'est j'avais pas ça. conscience de ce qui était prioritaire. Mais en même temps, c'est aussi ces expériences de vie qui nous Oui. permettent de prendre conscience de ce qui est fondamental pour nous et ce qui est accessoire. Tu vois, bah, finalement, être reconnu dans une grande structure, est-ce que c'est accessoire, est-ce que c'est prioritaire Tout à et fait. puis l'ordre change. Tu vois, moi Bien j'ai eu des sûr. moments où j'étais entrepreneuse où parfois je me suis demandé mais est-ce que j'ai envie de redevenir salariée? Parce qu'il y a eu des moments où ça a été dur, pendant le Covid Mm. ça a été dur, il y a des moments où j'ai pas le moral, il y a des moments où je doute, il y a des moments où il y a des moments durs et il y a des moments où je me dis bah et c'est complètement ok. Enfin, il y a Bien pas sûr. de, c'est pas le Graal en soi d'être entrepreneuse. C'est le Graal si c'est ce que je veux, et c'est pas le Graal d'être dans une grande entreprise si c'est pas ce que je veux. Enfin voilà. Et donc, comme tu disais, de pas suivre une ambition qui est pas la nôtre, mais de développer sa conscience de ce que sont nos critères de réussite et d'ambition à nous, pour Mm. avoir de plus en plus conscience des choix qu'on a envie de faire et pour pouvoir cheminer dans nos capacités à les faire, parce que Ouais. on peut très bien se dire ah bah j'ai envie d'entreprendre. Je me le suis dit finalement assez tôt, mais j'ai mis 5-6 ans à me lancer parce que j'avais besoin de ce temps, d'apprendre des meilleurs dans d'autres groupes, j'avais besoin de gagner confiance en moi pour être capable de me lancer seule alors que j'attendais l'équipe idéale et tout. Bah, j'ai réussi à me lancer seule. Au final, on n'a pas forcément besoin d'une idée, on n'a pas forcément besoin d'une équipe, on n'a pas forcément besoin d'un capital, on a surtout besoin de confiance en soi. Mm. Et ça, je m'en suis rendu compte. Donc je me dis que chaque étape est personnelle et chaque étape est sûrement pour le mieux. Et il n'y a pas de jugement. Enfin, je pense que c'est super important Mm. d'être indulgent avec soi C'est tout à euh, fait ça. sur le fait que bah, on chemine, quoi. Enfin, Oui, mais personne n'est exactement. devin, on sait pas. Enfin, pour moi, c'est le chemin d'une vie que de savoir qui on est, ce pourquoi on est fait, ce pourquoi on est en vie. Enfin, et Mm. donc que chaque étape nous permet de clarifier ce qui est bon ou pas pour soi, là où on est doué et ce qu'on a envie de partager au monde. Donc, d'avoir peut-être de l'indulgence, voilà, par rapport au fait que voilà, j'ai choisi des études qui m'ont pas passionnée, par le fait que je me suis épuisée au lit. Depuis le lycée, je dormais 3 heures par nuit, j'étais une zombie. Depuis très jeune, c'était n'importe quoi. Et en même temps, bah, j'avais besoin de passer par là et j'ai fait de mon mieux. Et aujourd'hui, je dors minimum 7 heures par nuit et c'est un des changements dont je suis le plus fière. Maintenant, je passe à 8 heures cette année d'ailleurs parce que j'ai assumé que j'étais une grosse dormeuse et qu'en fait, 7 heures, ça n'était absolument pas suffisant, même si c'était un gros progrès x 2,5. Voilà. Mais voilà, et d'avoir aussi l'indulgence sur le fait que chacune fait de son mieux et que si à un moment il y a quelque chose qui me pose vraiment problème, bah, il est toujours temps de changer. Oui, tout à fait. Oui, c'est très intéressant ce que tu dis, c'est que finalement, si je résume un petit peu, qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation, de bonne ou de mauvaise expérience, pas enfin voilà, qu'une expérience est plus ou moins agréable, mais que dans tous les cas, ça nous apprend finalement et que ça nous fait passer aussi à l'étape d'après, quoi, en gros. Mm. Ouais, et c'est plus facile à se le dire quand on est dans une étape de vie qui est confortable, qui est agréable, où ça se Ça, passe c'est sûr. bien. Et on a moins envie de se le dire quand ça va moins bien. Je pense aussi aux situations amoureuses, les situations de couple aussi. Mais pourquoi là, ça se passe pas bien? Pourquoi je trouve pas de copain? Pourquoi le copain avec qui je suis, ça se passe pas bien? Enfin, c'est pas chaque expérience est là pour nous apprendre sur nous et pour nous. Enfin voilà. Ça, Et ça du me coup, c'est rappelle, super important. ça me rappelle la phrase d'un ami qui habite pas très loin d'ailleurs de là où je suis, qui m'avait dit à un moment où je me sentais au bout de ma vie, où je pensais arrêter justement l'entrepreneuriat aussi. Je pense qu'on a eu tous des phases comme ça, de se dire Ouais. «Ah, là j'en peux plus, je vais Bah ouais. arrêter, etc. Et c'est normal. Et qui m'a dit cette phrase mythique, il m'a dit mais tout passe. Mm. Tout passe, que ça soit une rupture amoureuse, que ça soit des moments de bas. Quand on a des moments de bas, en général, on va avoir le moment de haut aussi derrière. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ce qui nécessite parfois un petit peu de patience, un petit peu de persévérance, un petit peu de résilience et un petit peu de. Je sais pas trop ce que c'est, mais je me rends compte que moi, parfois, je fuis un petit peu le malheur, la douleur, la souffrance. Et à force de vouloir chercher le bonheur, tu vois, j'ai peur d'être malheureuse, j'ai peur.
Et souvent, en plus, en tant que coach en dev perso et tout, t'es heureuse, toi? Bah, ça dépend. J'ai envie de te Ouais. dire, ça dépend. Il y a des moments où je suis heureuse, il y a des moments où je suis triste, il y a des moments où je suis en colère, il y a des moments où j'ai peur, il y a des moments où j'ai honte. Mm. En fait, je suis humaine et je ressens des émotions, en fait. Et c'est aussi ça qu'être coach, c'est d'accueillir les C'est ça. émotions et peut-être, peut-être d'avoir plus de clés et de développer un état d'esprit de plus en plus résilient pour Mm. pouvoir passer plus rapidement, plus sereinement d'un état désagréable à un état plus serein, plus joyeux. Mais non, je ne suis pas toujours heureuse. Euh, mais du coup, dans cette quête de bonheur, je pense que j'ai besoin aussi d'accepter les moments de souffrance Mm. et que comme tu dis, c'est sûrement des étapes en fait, tu vois. À plein de moments, d'ailleurs, quand je racontais des histoires tout à l'heure, plein de moments de souffrance ont été suivis par des moments de grande joie, de grand accomplissement. Donc souvent, mes souffrances, mes échecs sont souvent le lit de réussite, de force, de... Puis l'année dernière, l'année du Covid, a été une année sacrément symbolique sur ce sujet, quoi. Voilà, j'ai eu une première moitié d'année très compliquée émotionnellement, très compliquée dans le confinement, très compliquée économiquement, professionnellement. J'ai eu une crise de sens. Enfin, ça a été. Moi, franchement, j'ai été hyper agitée. J'ai remis en question mes activités, toute ma raison d'être. Enfin, voilà, une vraie crise de sens, encore une. Mais je pensais que c'était fini, mais non. Et en fait, c'est aussi pour ça que je suis authentique, quoi. Je vis ce que j'accompagne et c'est parce que j'arrive à les dépasser que j'apprends des nouvelles choses et que je suis encore plus légitime et que je me sens en tout cas de plus en plus légitime et outillée pour faire face à ces situations et pour accompagner des personnes dans cette direction. Et la deuxième partie de mon année a été beaucoup plus joyeuse, beaucoup plus abondante, beaucoup de bonnes nouvelles. Enfin, j'ai vraiment beaucoup rebondi. Et voilà, et c'est pas, il y aura d'autres rebondissements, tu vois, il y en a déjà eu pas mal. Euh, mais voilà, et c'est comme ça que moi je pense fonctionner, c'est que quand je prends un coup, moi j'accuse le coup. J'ai besoin de temps. J'ai besoin de temps pour comprendre, pour analyser, pour mettre de la conscience, pour digérer, pour pleurer, pour être avec mes peurs. Voilà. Et ensuite, ça me prend un petit peu de temps. Mais ensuite, je passe à l'action, ensuite, je trouve des solutions, ensuite, voilà. Alors qu'il y a des gens qui vont tout de suite être dans le mode, et on l'a vu hein, dans le Covid, sur la façon dont les gens ont géré les choses, il y en a qui ont Mm. été dans l'action tout de Ouais, suite, c'est nanana, intéressant. d'autres dans le recul, c'est le fameux freeze, fight, et puis flee, Oui, oui, oui. tu vois. Les trois Soit tu réactions figes, émotionnelles. Ouais. soit tu fuis, Toi, tu combats. toi tu combats. Et moi, j'ai pas été combattante au moment du Covid. J'ai été plutôt, je sais pas si c'est du freeze, je sais pas trop dans quoi j'étais, mais c'est accepté aussi et que finalement on s'est compensé. Tu vois, j'avais des amis coachs qui ont tout de suite été en mode ok, on va faire des lives pour soutenir les gens, machin. Et moi, je suis en mode, j'ai d'abord besoin de prendre soin de moi avant d'être en capacité de prendre soin des autres là tout de suite. Enfin voilà, voilà, et en même temps, je continuais à accompagner, je voyais que ça se passait, c'était cool, voilà. Mais voilà, je prends soin de moi, ensuite je prends soin des autres. Et une fois que elles sont passées dans la dynamique de ouh là là, en fait, qu'est-ce qui se passe, machin, moi j'étais dans la dynamique de ok, c'est parti, crise de sens, sens au travail, équilibre de vie, faire face à l'incertitude, machin. Et moi là, et donc c'est rigolo comme, voilà, encore une fois, on se complète les uns les autres dans nos missions de vie, dans Mm. nos talents, dans nos rythmes, et tout est légitime, tout est OK. Et ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est déjà prendre soin de soi. Et ça, je pense que c'est un message clé, vraiment prendre soin de soi avant de prendre soin des autres. Je pense que c'est essentiel de le rappeler, quoi, parce que c'est vraiment clé. Et oui, on en a bien besoin, surtout chez les femmes engagées, altruistes, comme on aspire à être et comme on est éduqué à être aussi, à prendre soin des autres, à être une future bonne maman et à faire plaisir à mamie, etc., et à faire plaisir aux autres. On peut avoir tendance à s'oublier au profit des autres, le fameux fait plaisir dans les messages contraignants et les injonctions qu'on peut intégrer.
Et donc se libérer de ces tyrans intérieurs pour être pleinement libre. C'est aussi ça la liberté, hein. C'est d'être soi-même et de laisser de côté les injonctions, les attentes. Et un symbole qui m'aide beaucoup par rapport à ça, dans les moments où j'ai tendance à oublier un petit peu, c'est le masque à oxygène dans l'avion. Mmh. C'est marrant, je C'est donne la même d'abord pour analogie. ouais. Tu veux la partager? Bah non, vas-y. En fait, tout simplement, dans l'avion, on nous recommande de mettre d'abord le masque à oxygène pour soi, avant de le mettre aux autres et aux enfants à côté. Parce que si soi-même on n'a pas d'oxygène, Ouais. comment est-ce qu'on peut s'occuper de l'enfant à côté de soi ou des autres ou être utile pour gérer le crash ou whatever en fait. Donc c'est d'abord j'ai mon oxygène pour pouvoir en partager avec les autres en fait. Donc j'ai d'abord mon énergie, d'abord je préserve mon énergie et j'en prends soin pour pouvoir partager mon énergie et mon don de donner aux autres ce que j'aime. Et ça nécessite d'avoir déjà des ressources pour pouvoir les partager. Donc ça se travaille, ça s'expérimente, ça se polie dans la durée. Yes. Moi, il y a juste une question que je me pose du coup, parce que du coup, tu disais que tu étais en quête de bonheur, que voilà, que tu expérimentais des moments de souffrance, des moments de joie, etc., ce qui est voilà, humain. Du coup, quelle serait pour toi ta vision du bonheur en fait? Ce serait quoi, à quoi est-ce que tu tends en fait? Nice. Wow. Merci pour ta question. Ça fait longtemps que je ne me suis pas posé la question. C'est quoi le bonheur? Alors pour moi, hein, Oui, bien sûr, pour toi, hein, c'est pas. Oui. le premier truc pour moi, qu'est-ce que c'est le bonheur? C'est déjà savoir ce qui me rend heureuse. Donc c'est déjà avoir conscience de ce qui me rend heureuse. Parfois, dans les moments où je suis pas bien, je suis perdue. Je me dis, mais c'est quoi que j'aime déjà? Genre vraiment, je suis perdue. Et du coup, maintenant, je me fais une petite liste de, ok, j'aime danser, j'aime voir mes amis, j'aime manger, j'aime machin, parce que dans les moments où je suis complètement désorientée, je me sens complètement perdue. Et c'est, enfin voilà, c'est des choses simples, mais ok, quand je dis j'aime manger, c'est j'aime manger quoi? Et je sais que c'est les Nordic Roll fromage frais, du restaurant japonais, du 11e arrondissement, que je mange les vendredis soirs pour finir la semaine. Et voilà. Enfin, tu vois, c'est des trucs où, ok, quand je vais pas bien et que je suis pas au clair, comment je peux me raccrocher à quelque chose? Donc, en fait, pour moi, euh, c'est déjà savoir ce qui me rend heureuse et donc connaître mes propres critères de bonheur et de réussite. Donc, c'est déjà une bonne connaissance de soi, pour moi, le bonheur. Ensuite, c'est avoir le courage de poursuivre mes aspirations une fois que je les ai identifiées. Avoir le courage de demander de l'aide pour y arriver. De le faire à ma manière. Parce qu'il y a plein de façons d'entreprendre, il y a plein de façons de coacher, il y a plein de façons de réussir sa vie professionnelle, il y a plein de façons de réussir sa vie de couple, sa vie de famille, et donc de réussir à voilà, avoir une conscience et une connaissance de moi suffisamment poussée, éclairée pour savoir ce qui est bon pour moi, avoir le courage de le poursuivre à mon rythme, à ma façon. Et de m'autoriser à pas y arriver, de m'autoriser à faire de mon mieux, euh, de m'autoriser à arrêter de poursuivre le bonheur parfois pour juste profiter de l'instant présent, de trouver cet équilibre entre le moment présent et la construction de l'avenir, d'avoir des moments de joie, des relations de qualité, de connexion, de pouvoir nourrir mes besoins et mes valeurs les plus fondamentaux. C'est ce qui me vient. Ok, ça marche. Est-ce qu'en une phrase, pour conclure un petit peu cette interview, est-ce qu'en une phrase, tu aurais un message à faire passer, comme ta philosophie de vie, par exemple? Ma philosophie de vie. Ou ça peut être un autre message d'ailleurs. Je vais essayer d'être intuitive et spontanée. Je dirais un mot, c'est la quête. Ouais, que pour moi, la vie, c'est une quête de soi, une quête de sens, une quête de confiance, une quête d'impact, une quête de contribution, une quête de connexion. Euh,
et que c'est super chouette d'aborder la vie sous le prisme de l'apprentissage et de l'évolution, plutôt que sur l'axe de la perfection, la certitude. On peut accepter nos questions, nos doutes, nos imperfections. C'est aussi ce qui nous apprend sur nous et sur la direction à prendre. Et donc de peut-être avoir cette conception de la vie itérative, de construire sa vie, sa vocation professionnelle par étapes, et d'avoir confiance que chaque étape est utile, chaque étape est importante, qu'on peut savourer chaque étape, et de trouver cet équilibre justement entre je veux être heureuse, je veux construire ce projet, je veux ça, mais je ne l'ai pas encore et j'ai envie de le construire et je m'y mets. Et en même temps, d'avoir déjà beaucoup de gratitude et de reconnaissance pour ce qu'on a déjà aujourd'hui. Et c'est notamment en ayant beaucoup de gratitude pour ce qui est déjà là qu'on va pouvoir aussi attirer à soi encore plus de cette abondance-là. Donc ouais, cette idée de quête, d'itérer sa vie et de se construire et d'accepter d'évoluer dans la patience, la joie, la curiosité et l'apprentissage. Ok, je te remercie beaucoup. Est-ce que alors, juste pour les personnes qui seraient intéressées pour prendre un accompagnement avec toi ou pour te retrouver sur tes réseaux, comment est-ce que, moi, voilà, si je suis intéressée, comment est-ce que je peux te contacter? Et ben déjà, ça me ferait très très plaisir de rencontrer pour de vrai ou sur les réseaux les personnes qui nous auront fait le plaisir de participer à l'échange en off. Et moi, je suis présente sur tous les réseaux et notamment sur Instagram, @RebeccaSfedge. Donc, j'aurai plaisir de vous y retrouver. Et puis, plus globalement, vous pouvez aussi vous inscrire sur mon site internet où j'envoie en fait des informations régulièrement et un petit cadeau de bienvenue où j'explique un petit peu quand on a l'impression de ne pas avancer aussi bien, aussi sereinement, aussi rapidement qu'on le souhaiterait dans sa vie pro, dans ses projets entrepreneuriaux, comment est-ce qu'on peut faire pour retrouver du sens, de la confiance, de la liberté. Et donc je vous envoie 3 vidéos en cadeau pour vous aider à retrouver du sens et pour vous présenter aussi mes accompagnements et voir si ça peut vous correspondre. Donc n'hésitez pas, peut-être que tu mettras le lien. Je mettrai tous les liens seront présents dans la description. Donc voilà, super. Trop Je te bien. remercie beaucoup, en tout cas, Rebecca. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'était top. Merci pour cet échange. Merci Et beaucoup. merci à nos auditeurs aussi de nous avoir Oui, écoutés. prenez soin de vous. Merci Yes, Laura. merci à tous. Et je vous retrouve pour un nouvel épisode des Motivational Speakers. À très bientôt. À Ciao. bientôt. Bye bye. Bye.